Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 19 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. La terre a tremblé ce matin, un phénomène ressenti semble-t-il par un certain nombre d'entre nous aux environs de 3h21. Un séisme jugé mineur de magnitude 4 sur l'échelle de Richter et d'origine tectonique. L'épicentre du phénomène, selon l'Observatoire volcanologique et sismologique, était situé à quelques 17 km au nord de Capesterre de Marie-Galante et à 14 km de profondeur. L'actualité, c'est encore et toujours la grève à la mairie de Capesterre-Belo. Plus de 100 jours de conflit entre la municipalité et le syndicat UTC-UGTG. Après une interruption de près d'1 mois, les négociations ont repris depuis mercredi. Une rencontre est programmée cet après-midi. Alors, quelques questions ce midi. Qui sont ces grévistes? Combien sont-ils réellement et quelle est leur situation? Des éléments de réponse avec Eddie Elatré. Comme depuis bientôt 3 mois, les grévistes de la mairie de Capesterre-Belo étaient ce matin rassemblés devant la mairie. Ici, ils ne sont qu'une cinquantaine, mais d'après les chiffres avancés, tant par le syndicat que par la municipalité, 90% des employés municipaux sont en grève. Ils représentent la quasi-totalité des services municipaux, de l'état civil à la caisse des écoles en passant par le service technique. C'est pour cela que depuis 108 jours, la mairie de Capesterre est totalement paralysée, hormis une courte période où un service minimum a été observé. Il y a là une majorité de femmes, comme elles sont parmi les 370 agents que compte la mairie. Jusqu'ici, la grève de ces agents n'a aucune incidence sur le versement des salaires. Les grévistes ne semblent pour l'heure pas inquiets sur ce point. Cette grève n'est en tout cas pas sans incidence pour les administrés capestériens et en particulier aujourd'hui pour les parents d'élèves qui, à l'approche de la rentrée scolaire, se retrouvent sans interlocuteur pour les inscriptions des enfants, à la cantine par exemple. Écoutez ce témoignage d'une capestérienne déboussolée mais également exaspérée. Et le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas à trouver un restaurant où les mettre pour manger le midi, parce que c'est des enfants de bas âge, de 7 ans jusqu'à 10 ans, et on ne peut pas lâcher des enfants mineurs dans les mains de n'importe qui. Donc, vu la distance que j'habite, ça ne m'arrange pas du tout, parce que moi, j'habite à 2 km de l'école Joliot-Curie, c'est où se trouvent mes enfants, et voilà. Je ne peux pas me permettre de laisser les enfants monter, descendre tous les jours, tous les midis, comme ça chez moi, juste pour manger. Et ce n'est pas moi la seule, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour l'école. J'ai une petite que je voulais mettre à la maternelle et que je ne peux pas, parce que je ne sais pas où m'adresser, je ne sais plus quoi faire. Voilà, nous sommes pénalisés en tout. Je suis très remontée parce que là maintenant, Capesterre, c'est plus Capesterre. Il n'y a pas de maire, il n'y a rien à Capesterre, donc nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est la question que je me posais pour les grévistes. Eux qui ont des enfants, qu'est-ce qu'ils pensent faire pour nous aussi qui ne sont pas grévistes? Nous qui sommes parents, parce que nous sommes tous dans le même sac. Donc quand est-ce qu'ils vont dire stop, eux aussi, pour que ça s'arrête? La rentrée scolaire, justement, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a entamé hier sa traditionnelle visite des établissements qui ont fait l'objet de chantiers durant ces grandes vacances. L'accent cette année a été mis sur celles, ou plutôt ceux, de ces établissements qui entrent dans le cadre d'un plan de mise aux normes parasismiques. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Inspection des travaux finis ou presque. À Déhay et Sainte-Rose, la présidente du conseil départemental a débuté cette traditionnelle visite de chantier. À moins de 2 semaines de la rentrée, il s'agit pour Josette Borel-Lincertin de s'assurer que tout est prêt pour accueillir les élèves et le personnel. C'était pour moi important d'être sur le terrain, d'être accompagné par le premier vice-président qui a en charge d'ailleurs les collèges, de voir un peu l'avancement des travaux. Je dis, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire tout de suite. Par exemple, ici, nous aurons à faire un préau que nous allons faire en 2017. Nous aurons aussi amélioré l'accès pour les professeurs, un parking que nous allons faire. Ils vont rentrer et puis d'ici la fin de l'année, nous allons faire ce parking. Avec une attention particulière portée aux collèges qui ont fait l'objet de travaux de mise à niveau des normes parasismiques, c'est le cas du collège Bébel de Sainte-Rose où les ouvriers sont toujours à l'œuvre. Une partie des travaux a d'ores et déjà été effectuée,
D'autres viendront plus tard. À Sainte-Rose, il y a un chantier qui va continuer puisque c'est dans le cadre du plan du renforcement sismique, parasismique. Une partie terminée, puisque nous avons livré le restaurant scolaire, et puis on continue alors le CDI et le reste amélioré vraiment, puisque c'était un collège que l'on appelait le collège Soufrière. Des travaux de confortement qui représentent une enveloppe de 44 millions d'euros et qui concernent, outre le collège Bébel, les collèges Fernand Balin d'Anse-Bertrand, Général de Gaulle du Moule, Félix Eboué de Petitbourg et Kermadec de Pointe-à-Pitre. Plus de doute, la rentrée approche. La mairie des Abîmes vient d'organiser une réception à l'intention des nombreux employés saisonniers auxquels elle a dû faire appel, encore une fois, durant ces grandes vacances. Ils étaient plus de 80, un phénomène récurrent qui vient rappeler les spécificités de l'emploi saisonnier dans notre région. Des secteurs comme la fonction publique territoriale en sont de grands consommateurs, mais comme aussi l'hôtellerie ou encore la restauration. Écoutons à ce sujet le maire des Abîmes, Éric Jalton, et un employé saisonnier. La ville des Abîmes, depuis un certain nombre d'années déjà, recrute pendant les vacances scolaires, grandes vacances comme on dit communément, juillet, août, parfois même au mois de décembre aussi. C'est un nombre de jeunes, bien souvent des étudiants qui ont passé leur examen d'hiver dans les services de la ville, au sport, à la culture, les services techniques, administratifs, etc. Pour leur permettre d'une part d'avoir quelques subsides pour pouvoir passer de bonnes vacances ou commencer à financer la poursuite de leurs études, ou simplement aussi pour leur donner une première, bien souvent, expérience dans la vie professionnelle. Ne serait-ce que moi, les baigner, les plonger dans le monde du travail. Donc c'est une expérience importante pour leur permettre d'appréhender un peu la poursuite, l'orientation professionnelle également. Cette année-ci, nous étions un peu moins, 89 jeunes précisément. Le budget est 150 000 euros. Voilà, donc on est plus nombreux que l'année dernière, nous étions une soixantaine l'année dernière, c'est-à-dire 89. Sans doute j'essaierai de doubler aux 150 ou moins jeunes l'année prochaine. J'en suis très heureux de travailler encore une deuxième fois avec eux, puisque ça permet, étant donné moi je suis jeune et à certains jeunes de connaître le secteur professionnel dans certaines circonstances auxquelles on ne pensait pas pouvoir travailler un jour pour certains et pour certaines. Donc voilà, moi j'en suis fier et franchement ça me booste un peu plus dans le secteur professionnel. Donc voilà. Et nous parlerons justement des spécificités de l'emploi saisonnier en Guadeloupe dans notre édition de 19h. L'actualité dans notre grande région maintenant, où il est d'abord question d'un appel au boycott des prochaines élections au Nicaragua. Les partis d'opposition du Nicaragua appellent les citoyens à boycotter les élections présidentielles en ce qu'elles seraient une farce destinée à créer une dictature dynastique pour le président en place, Daniel Ortega. Violeta Granera, porte-parole de la Coalition nationale pour la démocratie, a déclaré que l'élection à venir est frauduleuse et les résultats qui en découleront seront entachés de nullité absolue. Les sondages montrent Ortega grand vainqueur des prochaines élections, la Cour suprême du Nicaragua ayant interdit plusieurs dirigeants de l'opposition de se présenter. Le président Ortega a également interdit aux observateurs électoraux internationaux de surveiller les élections du 6 novembre prochain, en indiquant qu'ils doivent d'abord mettre de l'ordre dans leur propre pays et en les accusant de travailler contre son parti du Front sandiniste. Daniel Ortega a contribué à renverser la junte de la famille Somoza qui a régné sur le Nicaragua pendant 4 décennies. On lui reproche sa sympathie pour les FARC colombiens, qu'il qualifie de frères, et d'avoir offert l'asile politique en 2009 au meneur indigène péruvien Alberto Pizango, accusé de rébellion par les autorités de son pays. La société All in Wood de Lesiane Bartley a lancé une campagne de crowdfunding pour accroître l'emploi dans l'une des zones rurales de l'île, tout en développant l'entreprise. La société familiale, basée à Mandeville, utilise du bois pour ses créations artisanales et artistiques, d'accessoires et de souvenirs. Selon sa directrice générale Lesiane Bartley, la Jamaïque a l'un des taux les plus élevés de criminalité chez les jeunes dans la Caraïbe, où il y a une forte corrélation entre la criminalité chez les jeunes et le chômage. Leur offrir un emploi dans lequel ils peuvent se réaliser est une action considérable sur l'insécurité dans l'île.
Aujourd'hui, la petite entreprise vient de fêter ses 5 ans et emploie 10 personnes à temps plein. Lessiane Bartley précise qu'en plus d'une action sociale et communautaire, les œuvres produites sont vendues aux touristes qui sont ravis d'acheter de l'artisanat réalisé localement plutôt que venu d'ailleurs. Lessiane Bartley espère obtenir $3000 de dons pour acheter de nouveaux matériels et développer de nouveaux produits. Basé à Haïti, Sunrise Airways envisage de lancer une série de nouveaux vols dans la Caraïbe. Les vols proposés par la compagnie relieront les 3 aéroports internationaux de la Jamaïque à Haïti, la République dominicaine et Cuba. Pour Philippe Bayard, ces liaisons ont un énorme potentiel de croissance, en particulier celle entre la Jamaïque et Cuba. Il précise vouloir faire de sa compagnie un vecteur utile des échanges commerciaux et culturels, non seulement entre les populations caribéennes, mais surtout pour les touristes qui pourront alors visiter plusieurs îles au cours d'un même séjour. Sunrise utilisera ses avions ATR 42-320 sur toutes les liaisons. La société a déclaré qu'elle devrait recevoir l'approbation finale de l'autorité de l'aviation civile de la Jamaïque le 1er septembre pour un lancement dès le mois d'octobre. Parlons maintenant des Jeux Olympiques et de l'athlétisme français. Avant l'inattendue médaille décrochée durant la nuit par Christophe Lemaître sur 200 mètres, derrière bien sûr l'intouchable Usain Bolt, et puis la médaille d'argent du décathlonien Kevin Meyer, eh bien, le bilan des Français était plutôt maigre. Nous avons alors sollicité l'entraîneur, le célèbre entraîneur guadeloupéen Antoine Chérubin pour une analyse de l'état de l'athlétisme français et celui des Antilles qui jadis en fut le fleuron. Antoine Chérubin, qui je vous le rappelle, a notamment été directeur technique national du sprint français. Entretien réalisé par Anne-Elisabeth Artsen. Il est bien loin le temps où Christine Aron et Muriel Urtis étaient les meilleures françaises et même européennes de la discipline dans les années 2000. Et que dire de Marie-Josée Pérec durant notamment les Jeux d'Atlanta en 1996. Véritable vivier de champions, les Antilles ont souvent offert à l'athlétisme français les meilleurs sprinteurs. Pour cette édition 2016 à Rio, la tendance est tout autre. C'est-à-dire il ne faut pas chercher très longtemps, il n'y a qu'un seul athlète guadeloupéen retenu pour les Jeux, c'est Willem Bellocian. C'est un athlète qui, à mon avis, c'est un athlète exceptionnel, mais qui n'a pas pu s'exprimer, étant donné qu'il a été fautif sur un faux départ. Bon, on ne connaît pas encore exactement quelles sont les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Je dis simplement que dans certaines spécialités, disons que l'équipe de France s'en sort, mais en matière de sprint, disons dans les relais par exemple, depuis ce matin, on assiste quand même à quelque chose de pas normal, que la France n'ait pas de relais 4x100 ou 4x100 hommes ou femmes, alors qu'il n'y a pas si longtemps, enfin, nous étions présents, les Antilles étaient présentes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Actuellement là, il y a une pénurie, parce que quand on voit que le maître ne peut pas être dans le relais parce qu'il court ce soir, il n'y a pas de relève, c'est-à-dire que la relève, si vous voulez, elle ne suffit pas, c'est-à-dire le fond, il n'y a pas assez. Et par exemple, quand un pays ne peut pas présenter un relais 4x100, hommes et femmes, un relais 4x4, hommes et femmes, il y a un problème. Parce qu'on vous le dit toujours, ce sont les relais qui montrent la force d'un pays. Donc, le problème est là. Donc, il faut qu'il y ait une relève, il n'y a pas assez de fonds. Des solutions existent pourtant pour retrouver notre niveau d'antan en athlétisme, comme notamment le retour aux fondamentaux de la discipline. Je pense aussi qu'il y a un problème qu'il faut résoudre, c'est que nos meilleurs athlètes ne partent pas, que nos meilleurs athlètes restent quand même sur place, mais qu'on leur donne les moyens, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait les moyens de le faire, puisque pour ceux qui ont un peu de mémoire, on avait pratiquement tout sur place, on était autonome. C'est-à-dire on avait nos crédits pour cela. Quand j'étais entraîneur national ou DTN adjoint, je pense qu'on doit revenir à ceci. Et je vous dirais simplement que par exemple, des garçons comme Pognon, comme Alerte qui sont partis en métropole, d'accord, Pognon a dû rester encore une année ou deux encore en Martinique, et surtout Alerte et tous ces gens-là. Bon, j'ai vu le petit Marvin René de Guyane qui est parti aussi. Bon, il est dans le relais 4x100, d'accord, mais quand les pépites quittent leur écrin, eh bien, ça ne suscite pas des vocations. Donc, il faut que dans chaque département, eh bien, nous ayons une tête d'affiche
disons, une motivation et un représentant. Et à partir de là, connaissant notre caractère, monsieur fait ça, on peut faire ça aussi. Donc, nous sommes un peuple de défi, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, un peuple de défi. Mais le défi ne peut se faire que si on a un sujet pour cela. Chez les hommes, le dernier sprinter antillais à avoir couru en deçà des 10 secondes, c'est le Martiniquais Ronald Pognon. Depuis, seuls le Guadeloupéen Jimmy Vico et Christophe Lemaître ont fait mieux. En revanche, en ce qui concerne le 110 mètres haies, la délégation française compte 2 finalistes et une médaille de bronze obtenue par le Martiniquais Dimitri Bascou. Voilà, et je vous le redis encore une fois, hier soir donc, Christophe Lemaître a décroché la médaille de bronze sur le 200 mètres en un peu plus de 20 secondes et Kevin Meyer a remporté la médaille d'argent au décathlon. Si chaque année quelques 500 000 touristes visitent la Guadeloupe, eh bien de plus en plus de Guadeloupéens de l'intérieur choisissent eux aussi de découvrir leur pays, notamment à l'occasion des grandes vacances. Il y a en effet toujours ce charmant petit coin où l'on n'a jamais eu le temps d'aller, ou encore ces plaisirs que l'on décide de s'offrir comme les autres, comme ceux venus d'ailleurs, la plage tout simplement, ou encore la rivière. Enquête sur ces Guadeloupéens en vacances au pays, Cécile Allègre. Voyager au bout du monde, pourquoi pas? Mais nombreux sont les Guadeloupéens à penser que le paradis des vacances se situe sous leurs pieds. Alors, pourquoi ne pas rester pour profiter des nombreux cadeaux qu'offre l'archipel? Certains habitants ont d'ailleurs à cœur de montrer aux touristes les atouts qu'offre la Guadeloupe. Passionnés de randonnée ou amoureux de la faune et de la flore, le bonheur n'est pas loin. Il y a là, le parc national, il y a plusieurs randonniers, c'est-à-dire soit la maison de la forêt, les chutes de Moreau par exemple, le grand étang. Oui, et il y a aussi un parcours en fait pour pouvoir aller par exemple au bain colo, il faut marcher la sortir plage, voilà. La rivière, les chutes. Puis voilà, il y a plein d'activités à faire, donc on ne voit pas pourquoi partir. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà, qu'on soit plage, montagne, il y a une grande diversité, donc il y a pas mal à faire quand même ici. On a prévu un week-end aux Saintes aussi. Et ici en Guadeloupe, c'est plage, montagne, rivière. Donc aussi dans le bateau, les Saintes, aussi. La Dominique peut-être. On va organiser des sorties, rivière, à la mer, enfin voilà, hein. Aller à Port-Louis, voir le petit train. Alors, c'est vrai qu'il y a la mer, mais il n'y a pas que la mer, il y a la rivière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a notre jardin botanique, enfin bon. Comme moi, il y a quelques années avant d'habiter ici, je venais en vacances pour les plages, pour le climat, pour découvrir un peu les gens, quitter la grisaille de Paris. Si votre budget est réduit et que vous passez toutes vos vacances en Guadeloupe, pas de panique, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Pourquoi ne pas sortir votre hamac pour une sieste au bord de l'eau ou vos chaussures de marche pour l'ascension de la Soufrière? La tempête tropicale Fiona était située à 11h à quelques 1900 km à l'est de la Martinique. Selon Météo France, ce phénomène qui devrait faiblir durant les prochaines 48 heures ne devrait pas concerner les petites Antilles. En revanche, une onde tropicale est actuellement active au beau milieu de l'Atlantique et se dirige vers l'arc antillais. Une dégradation du temps est attendue au milieu de la semaine prochaine sur notre région. Mais petite précision tout de même, et elle est importante, le phénomène est encore assez éloigné pour en prévoir toutes les évolutions. En attendant, le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, le ciel sera tout simplement très ensoleillé. Quelques petits nuages et petites averses sur les reliefs comme les Mamelles ou encore la Soufrière. Les températures seront comprises entre 28 et 31 degrés. Il fera donc assez chaud. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir, 19h. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde.